La législation française, la bureaucratie, les amis, est un énorme boulet au pied de notre économie et j'ai reçu un commentaire en dessous d'une de mes vidéos qui m'a fait éclater de rire. Je vais vous le lire et je vais commenter juste après, c'était sur le chauffeur Uber. Rappelez-vous quand j'étais passé par, donc vous savez que j'habite en Roumanie, là je suis en vacances à l'île de la Réunion et pour voir ma famille et je suis passé par Beauvais. Et pour ceux qui n'ont pas le contexte, donc mon chauffeur Uber, Broulaille, effectivement, avait été très peu professionnel. Et l'un des trucs qui m'avait fait tiquer, même si je m'en fous, mais c'était, on va dire, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était le fait qu'il déclare comme véhicule un vélo, mais évidemment, il vient en voiture. Encore une fois, j'en ai rien à faire du véhicule qu'il utilise, mais simplement, en fait, il m'a bullshité, il est arrivé en retard avec ma commande, il s'est foutu de moi, etc. Donc, je l'ai précisé, et il y a une personne qui a effectivement qui a rebondi là-dessus. Et je vais vous lire un peu son commentaire si je le retrouve. Où est-il? Ah voilà, je vais vous le montrer. Donc je vais baisser ça. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, et c'est notre ami Counter Léo qui nous explique en fait la combine des chauffeurs Uber. Et du coup, ça me fait presque pitié pour ce chauffeur. Donc la personne vous dit, le coût du Uber qui se déclare en vélo, c'est parce que pour gérer une entreprise de transport, il faut une formation spécifique pointue, la capacité de transport. Par entreprise de transport, ceux qui ont pondu la loi pensaient à ceux qui font rouler des camions, mais magie de la France, du coup ça s'applique aussi aux auto-entrepreneurs Uber. Et donc en fait le gars, il est chauffeur Uber, enfin il est Uber Eats pour le coup, il vient juste, il a sa bagnole, il va juste prendre un McDo pour me l'apporter à mon hôtel. Et pour ça, en fait, à cause de la bureaucratie, à cause des débiles profonds qui ont créé une bureaucratie ultra lourde et qui évidemment n'ont pas pensé à tout parce que ces gens-là sont des parasites, et ben il ne peut pas en fait déclarer un véhicule sur Uber. Donc il est obligé de foutre le vélo alors qu'il vient en voiture. Alors là, effectivement, il contourne un petit peu cette loi en faisant une. Et le pire, c'est que du coup, Uber euh, vous met un truc. Vous met un truc. Vous pouvez report le chauffeur pour avoir utilisé le mauvais véhicule. Donc imaginez que le gars il déclare vélo, il vient en voiture, vous êtes un écolo dingo, vous êtes en mode oh là là c'est pas normal, moi je voulais privilégier les vélos, tu sais, il fait -5 dehors, mais je veux qu'il vienne en vélo, tu vois, je veux que Brola il est déjà venu si tu veux du Burkina Faso pour livrer mon Uber, mais pire que ça, je veux qu'il utilise un vélo, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, et tu peux report en fait le mec. Donc non seulement il y a des lois absurdes, les mecs essaient forcément de contourner les lois sinon impossible de bosser. Euh, mais tu peux quand même les report. Alors, je prends pas la défense de Broulaille, parce qu'encore une fois, Broulaille s'est foutu de ma gueule. Mais enfin, ça montre quand même à quel point euh, la législation française, c'est catastrophique, quoi. Et imaginez que là, le mec, donc, comme j'ai dit, il contourne la loi, ils le font tous, tout le monde s'en fout, bon, très bien. Mais si vous n'êtes pas dans un cas comme ça, si vous êtes dans un cas où vous voulez monter une boîte, je sais pas moi, je prends un truc, vous voulez monter une boîte, vous allez créer des cartons pour foutre des tartes aux pommes dedans. Ah oui, mais attendez, il faut que ce soit la bonne taille, il faut que ce soit le bon carton, il faut que ce soit les bonnes normes. C'est impossible de bosser dans des situations, des circonstances pareilles. Et vous vous retrouvez à devoir passer un diplôme de boulangerie à bosser pendant 5 ans, diplôme qui va vous forcer à parler l'anglais parce qu'il faut faire une formation aux États-Unis parce que machin, parce que le pigment de peinture qu'on fout sur la boîte, s'il est à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça peut être toxique, machin. C'est un vrai enfer. Et vous vouliez juste faire des boîtes en carton pour les tartes de pommes, vous vous retrouvez à passer un doctorat. Vous voyez, c'est catastrophique. Et du coup, ça me lance sur un sujet qui est que oui, la, la, la bureaucratie, la législation, les bureaucrates sont d'énormes parasites. Sont d'énormes parasites. Ce sont des gens qui ne servent à rien, qui n'ont jamais entrepris dans leur vie, qui n'ont jamais lancé des choses, qui ne sont pas des créateurs, des producteurs, des innovateurs, mais qui sont des parasites. Qu'est-ce qu'on appelle un parasite? Quand on dit parasite, les amis, c'est pas simplement une insulte, c'est pas juste je le traite de con, c'est pas. Le fonctionnement du parasitisme, il y a une définition scientifique, c'est un organisme, on va utiliser des termes un peu pompeux, qui se greffe sur un autre et qui vit aux dépens d'un autre. C'est une définition scientifique, ça existe dans la nature, à savoir que le parasite a besoin de son hôte pour vivre, mais n'apporte rien à son hôte. C'est la différence par exemple de ce qu'on appelle une symbiose. Une symbiose, c'est quand chacun bénéficie de l'autre, comme par exemple, un exemple de symbiose qu'on pense souvent, ce sont des petits planctons, je crois, qui viennent sur le dos du requin, et ils se nourrissent en fait des trucs qui se collent à la peau du requin, enfin bref. Mais ils apportent aussi quelque chose au requin, genre ils enlèvent les trucs qui se collent à lui, puis en échange ils peuvent bouffer. Donc c'est une symbiose, chacun tire un avantage de l'autre. Le parasite, c'est pas du tout ça, il dépend de son hôte, mais ne sert à rien. Le bureaucrate, celui qui chie des lois, celui qui chie des papiers, celui qui
qui embête en fait, hein, pour être poli, est un parasite. Il ne sert à rien, il existe grâce à vos impôts, il ne fait que légiférer et à mettre des lois qui rendent les choses plus impossibles. Et du coup, comme les choses sont devenues impossibles, bah, pour les rendre possibles, il faut faire de nouvelles lois. Mais du coup, bah, ça marche pendant 2 minutes, puis tout de suite après, comme le monde change extrêmement vite, bah, ça marche plus, donc il faut répondre une nouvelle loi. Et du coup, ça va de pire en pire, en pire, en pire. Et on se retrouve en fait dans des espèces de labyrinthe administratif où personne ne sait ce qu'il faut faire et où plus ou moins tout le monde est dans une situation plus ou moins légale. Alors évidemment, les très très grosses boîtes ont des départements entiers qui sont chargés d'étudier ces lois pour rester à jour, mais pour les petits entrepreneurs, les gens qui vont innover, hein, les gens qui ne sont pas des éléphants, qui n'ont pas des superstructures, pour eux, évidemment, c'est impossible de se lancer parce que ou bien c'est impossible, ou bien c'est très difficile. En tout cas, disons que si il y a 1000 mecs qui veulent se lancer, il y en a 10 qui vont réussir, mais s'il n'y a pas tous ces parasites, il y en aurait 100 qui vont réussir. Ce qui amène au sujet suivant, à savoir que si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que dans certains pays, je parle évidemment des États-Unis et de l'Amérique du Sud, il y a une espèce de trend en ce moment qui est de mettre ce que j'appelle le découpage du gras. Donc évidemment, en Amérique du Sud, on a le président qui est complètement libertarien, ouvertement libertarien, et qui a mis des coups de tronçonneuse un petit peu partout. Et l'économie est en train de remonter à vitesse grand V, hein, contrairement aux bêtises qu'on peut lire dans certains médias. Mais on a évidemment aussi aux États-Unis, donc Trump, bien sûr un businessman de carrière, et qui s'est allié avec Musk, également un businessman de carrière, et Musk qui maintenant donc, est dans ce qu'il appelle le département de l'efficience gouvernementale, où l'idée ça va être de traquer en fait les dépenses gouvernementales inutiles, en fait ces espèces de gros éléphants qui servent à rien à part faire perdre du temps à tout le monde et aspirer du fric, et en fait les faire dégager, leur mettre des coups de pied au derche. Je trouve que c'est quelque chose dont on aurait vraiment besoin en France. Mais le truc, c'est qu'en France, j'ai l'impression que si on faisait ça, il y aurait 80% de l'activité économique qui dégagerait. Je me rappelle avoir lu un chiffre d'ailleurs sur les dépenses publiques. La France est un des pays au monde, peut-être le pays au monde, où on a le plus de dépenses publiques, les amis. Et où il y a un lien entre le PIB et les dépenses publiques très fort. À savoir que je crois que 56% du PIB, c'est du public en fait, c'est pas des entreprises privées. Bon évidemment je me trompe peut-être sur les termes, hein, mais vous avez compris l'idée. Il y avait des gens également sur internet qui s'amusaient à comparer ces variables-là, donc part du PIB qui représente des activités publiques, comment dirais-je, le taux de dépenses publiques par rapport, enfin c'est des calculs un peu savants, et ils comparaient ça à l'URSS. Et il se trouve qu'en fait aujourd'hui la France dépasse l'URSS sur tous ces points. Comment c'est possible? C'est très simple, comme on a plus de fric, etc. On peut le faire sans crever de faim. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur toute une série de KPIs, on a dépassé en fait l'Union soviétique sur les dépenses publiques et sur toute cette machine administrative, cette machine de taxation qui grossit, qui prend toujours plus de terrain et qui paralyse en fait les forces vives du pays. Alors, c'est à l'avantage d'un certain nombre de personnes, parce que plus vous allez créer de lois, plus vous allez créer de lourdeur, plus quand c'est lourd, ça ne bouge pas. C'est quelque chose de physique. Quand ça bouge pas, ça bénéficie à qui? Au statu quo. Donc les gens qui ont des copains, les gens qui sont bien placés, les gens qui sont déjà installés sur tel marché ont tout intérêt à ce que la législation devienne de pire en pire, puisque si vous êtes le seul vendeur de chaussures sur l'île par exemple, et que vous faites du lobbying pour créer toujours plus de lois autour de la vente de chaussures, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une barrière à l'entrée qui va augmenter, jusqu'à un moment donné où c'est tellement infernal qu'il n'y a plus personne qui peut le faire, il n'y a que vous qui pouvez le faire, puisque vous êtes installé depuis longtemps, vous avez les infrastructures nécessaires, et vous pouvez continuer d'évoluer au sein même de cet enfer administratif et bureaucratique, alors qu'évidemment les nouveaux acteurs, eux, ne peuvent pas rentrer parce que impossible de se frayer un chemin. Évidemment, le gars qui tient l'entreprise de chaussures, lui, quand il s'est lancé, il n'y avait pas tout cet enfer-là, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette lourdeur administrative bénéficie à certains. Elle bénéficie aux gros, et les gros qui n'en bénéficient pas, sachez qu'ils ont ils ont des relations dans la politique qui leur permettent d'avoir des passe-droits, qui leur permettent de travailler. Parce que s'il n'y avait pas ces passe-droits, ce serait évidemment impossible pour eux de faire du profit, donc ils se barreraient, et donc l'économie de la France coulerait encore plus vite. Ça bénéficie à ces gens-là, ça bénéficie aussi à tous les fonctionnaires, évidemment, qui travaillent dans ces administrations et dont le seul et unique but est de produire du papier. On est d'accord, c'est pas des gens qui produisent de la valeur, c'est pas des gens qui produisent de l'innovation, c'est pas des gens qui produisent de l'efficience, c'est pas des gens qui produisent de la vitesse, c'est des gens qui produisent de la lourdeur, c'est des gens qui produisent des blocages. C'est des gens qui, vous savez, c'est les mecs, vous êtes sur une route, vous avancez, c'est le mec qui dit stop, tu as le papier, tu as le tampon, tu as la signature, tu as le diplôme.
Et tous les mètres, ils font un truc de plus. Tiens, tiens, ça a été bien mesuré, ça fait bien 5 cm et demi. Et ben là, on m'avait dit qu'il fallait faire 4 cm 73. Ah oui, mais ça, c'était la loi d'août 2023. Là maintenant, on est en juillet 2025, c'est plus 4 cm 73, c'est passé à 5 cm 63 parce que machin, etc. Vous comprenez? Ce sont ces gens-là, évidemment, tous ces gens-là qui sont payés à faire ça, et ben eux, c'est évidemment à leur bénéfice, puisque ce sont des jobs qui sont, il y a zéro compétitivité, ils sont là, ils sont fonctionnaires, ils ne seront jamais virés, ils passent 90% de leur temps à la machine à café, et en plus, comme j'ai dit, hein, plus le système se complexifie, plus on a besoin d'eux pour travailler au sein de ces méandres-là. Donc ça fait diminuer le chiffre du chômage, puisqu'on peut foutre des gens à aller gratter du papier. Et troisièmement, ça bénéficie aussi évidemment aux parasites du bas, parce que comprenez que plus on est dans un environnement qui est libre, plus on va être dans un environnement qui est compétitif. Ah oui, c'est comme ça. Si vous êtes sur un terrain de jeu où presque tout est permis, et je ne suis pas, moi je suis pas non plus pour un terrain de jeu où tout doit être permis. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être, la législation doit intervenir, d'accord. Voilà, tout ce qui concerne par exemple la vente d'organes, des sujets extrêmement sensibles comme ça. Euh, je pense que pour certains sujets, effectivement, l'État doit intervenir. Mais beaucoup, 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 beaucoup moins que ce qu'on a actuellement. Et donc, mais reprenons l'exemple que je prenais. Lorsque vous êtes donc sur un terrain de jeu qui est relativement libre, eh bien les gens les plus performants vont très rapidement réussir à faire leur trou. Ils vont réussir à apporter de la valeur, donc à attirer des gens, donc à croître, etc. A contrario, les gens qui sont les moins performants, ou, il faut bien le dire, les gens qui n'ont peut-être pas eu de chance, qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment, eux vont malheureusement avoir le mauvais côté de la pièce, à savoir que ils seront obligés de travailler pour ceux qui ont réussi, ou bien malheureusement peut-être ils peuvent finir à la rue, pour ceux qui sont particulièrement stupides et flemmards. Évidemment, comme je l'ai dit aujourd'hui en Occident, les amis, personne ne vit vraiment dans la rue, hein. Si vous êtes mobile, si vous bougez le derche, vous trouvez du travail. Il ne faut pas non plus inventer des choses, hein. Ça ne veut pas dire que oui, il y a des difficultés, oui, vous allez être obligé de payer un loyer, ou vivre dans un appartement une pièce ou deux pièces, c'est pas idéal pour fonder une famille, etc. J'ai bien compris, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que faut pas non plus faire croire qu'il y a des gens aujourd'hui en France, n'importe qui a un minimum un cerveau, qui a une force de travail, et qui est d'accord de bouger et d'aller là où il y a du travail, il trouve du travail, d'accord. Même si c'est pas idéal. Bon, cet aparté est en fait. Donc sur un terrain de jeu, plus il y a de liberté, plus les plus forts vont évidemment tirer leur épingle du jeu. A contrario, plus c'est lourd, plus c'est gluant, plus c'est empâté, plus effectivement ça va être difficile pour ceux qui sont performants de s'en sortir, puisqu'ils sont englués, et on est tous plus ou moins dans la même glu, et comme ça c'est super, on est tous égaux, on est tous dans le même jus de poubelle, d'accord, on est tous en bas bien englués, on ne peut pas trop bouger parce qu'il y a énormément d'inertie, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de lois, personne ne peut rien faire. Donc il y a les gros qui chapeautent tout ce bétail immobilisés, n'est-ce pas? Et puis le bétail, effectivement, qui est immobilisé. Mais ceux qui, dans le bétail, se disent ok, moi je suis peut-être pas né dans une famille riche, mais j'ai les moyens de m'en sortir, mais j'ai du potentiel, mais j'ai envie de faire des choses, eh ben, très difficile pour eux de s'en sortir. Et c'est au bénéfice de leurs semblables, dans le sens où leurs semblables, des gens qui sont dans une classe sociale équivalente, et qui n'ont pas du tout envie de voir des gens de leur classe sociale s'en sortir parce qu'ils sont jaloux. Et c'est aussi au bénéfice de ceux qui sont gros, qui sont installés, qui n'ont pas envie de voir des petits nouveaux arriver, innover, changer les règles du jeu, rebattre les cartes, parce que du coup, ça les forcerait, eux, également à s'adapter, et peut-être aussi à laisser leur part du gâteau à quelqu'un d'autre. Donc comprenez bien que cette législation, cette bureaucratie extrêmement lourde, en réalité, est au bénéfice de certains. Mais si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un créateur de valeur, si vous êtes quelqu'un qui a un esprit libre, si vous êtes un innovateur, évidemment, ça ne va pas être dans votre bénéfice. Alors, faut-il, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas entreprendre en France? On peut entreprendre en France. Vaut-il mieux entreprendre en France ou non? C'était le sujet de la vidéo que je vous ai faite il y a un jour ou deux. Du coup, vous n'avez qu'à regarder, c'est la vidéo où j'étais à la mer. Et pour certaines personnes, en fonction de votre situation, ça peut être très pertinent d'entreprendre en France. En ligne ou hors ligne, d'ailleurs. Ceci étant dit, il faut garder en tête qu'effectivement, n'allez pas vous lancer dans des secteurs d'activité où il y a une législation ultra lourde parce que voilà, vous partez avec un boulet au pied. C'est déjà pas facile de réussir dans le business parce que c'est du risque, parce qu'effectivement, il va falloir pivoter beaucoup, parce que c'est avoir la bonne idée, le bon process, être au bon endroit au bon moment du premier coup, c'est quand même assez rare. Donc n'allez pas vous lancer avec un boulet au pied supplémentaire, n'allez pas vous lancer dans des industries qui sont ultra réglementées. Très bien les amis, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. Donc si d'ailleurs vous voulez des conseils pour vous lancer dans des business intéressants, je vous ai parlé d'Airbnb les amis, pourquoi j'aime bien Airbnb? Alors Airbnb, on peut avoir l'impression que c'est réglementé, mais c'est quand même beaucoup moins réglementé que dans d'autres activités. Et malgré la réglementation, on va dire que si on fait une balance, je pense que les avantages dépassent de très loin les inconvénients.
Tout simplement parce que pour moi, c'est le seul business model, pour moi, objectivement parlant, c'est le seul business model où vous savez à 100% combien vous allez gagner avant même de vous lancer, donc le risque est de zéro. Et non seulement vous savez exactement combien vous allez gagner, même vous savez quand vous allez gagner, puisque à la seconde où vous mettez votre appartement sur Airbnb, vous allez commencer à avoir des clients. Alors vous allez me dire, mais comment je sais que je vais avoir des clients? Tout ça se passe dans l'étude de marché, j'en parle en large en travers dans l'autre vidéo. Mais si vous avez la flemme de regarder d'autres vidéos, vous pouvez poser la question en commentaire, j'y répondrai. Et j'ai évidemment fait des articles là-dessus sur ma newsletter. Mais c'est un business où vous savez à 100% combien vous avez gagné avant de vous lancer, donc il y a zéro risque. Vous savez quand c'est que vous allez encaisser et vous pouvez mettre en place le tout en 30 jours. Donc c'est un business exceptionnel. Évidemment, ce n'est pas un business qui va vous rendre multimillionnaire, à moins d'avoir beaucoup d'appartements et ça prendra du temps. Mais vous pouvez vous lancer sur Airbnb sans être propriétaire avec un tout petit capital de départ, avec une certitude de revenus, une certitude en termes de revenus, mais aussi en termes de temps. Excellent business model. On n'est pas obligé de se lancer là-dedans, j'en parle parce que c'est ce que je fais, parce que pour moi c'est un très bon moyen de mettre un pied à l'étrier pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais si vous voulez, comme je le disais, je reprends le début de ma phrase qui était très longue, des tips, des conseils actionnables et puissants sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'expatriation, ça se passe dans la newsletter The Lounge. Le Lounge, vous avez le lien en commentaire, vous cliquez dessus, vous mettez votre email et vous aurez accès à tout gratuitement. On se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Empire Digital. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao les amis.